Ce que je voudrais, c'est un panel d'échange, dans le fond. Il y a eu des gros changements dans les dernières années et je me dis, j'aimerais ça en discuter. Fait que danger à ceux qui s'assoient avec moi, parce que vous voyez, ces deux personnes qui étaient assises avec moi hier, je dis, ça vous tente-tu? On embarque dans l'aventure. J'aimerais ça que ce soit de la participation, dans le fond, parce qu'on n'a pas plus les réponses que vous, mais on a sûrement les mêmes questions que vous avez, par contre. Alors, êtes-vous d'accord avec ça? 45 minutes ensemble, parler de SST? Oui. Premier sujet que je trouvais intéressant, puis on n'a pas abordé pendant le colloque, c'est la loi modernisant le régime de santé et sécurité. Pourtant, élément majeur dans les dernières années, on a des choses à faire jusqu'en 2025, des livrables approuvés à la CNESST. Donc, je voulais voir avec vous, puis je vous fais participer. Le micro va se promener, hein, Jordan? Je suis là pour toi, mais tu es là pour moi. OK? S'il y a des questions, dans le fond, vous, est-ce que ça a eu un impact de 1 dans vos milieux de travail, la loi modernisant le régime de santé et sécurité depuis 2021, depuis que Maître Boulay, M. Boulay nous a présenté ça? Est-ce que ça a eu un impact dans vos milieux de travail? Assurément que ça a eu un impact. Premièrement, au niveau de la compréhension de la modernisation de la loi, il y a énormément de zones grises. Moi, dans le fond, je suis conseillère en santé et sécurité. Je m'occupe autant de la prévention que l'indemnisation, le volet réparation. Là, je suis en train de céder là, ce volet-là, mais reste quand même que je suis étroitement impliquée. Fait que premièrement, au niveau de la compréhension de la zone grise, mais je pense que mon plus gros irritant, là, c'est le formulaire d'assignation temporaire. Honnêtement, premièrement, c'est de rajouter des pages pour rien. C'est de l'administration. Je pense que autant que nous, en tant qu'employeurs, on n'a pas été formés pour le compléter, mais je pense qu'autant les médecins ne le savent pas plus. Le but, c'était de faciliter, mais c'est venu complexifier. J'ai jamais eu autant de formulaires mal complétés ou de refus d'assignation temporaire alors qu'on était vraiment en mesure d'accommoder. Mais c'est vraiment la tonne de zones grises. Et même quand on essaie d'appeler au niveau de la CNSST pour essayer d'avoir des réponses, même eux ne sont pas capables de nous répondre. Dans le fond, effectivement. Fin de journée, Anne, c'est ça? Dans les 3 sphères de la SST, de prévention, réparation, finance, là, on a parlé finance parce qu'effectivement, de faire de l'assignation temporaire, c'est souvent pour diminuer les coûts reliés à l'indemnité de remplacement de revenus. Puis c'était la réparation aussi. On veut que nos travailleurs reviennent travailler le plus vite pour pas que ça dure encore plus longtemps dans le temps. Puis on sait que l'assignation temporaire aide à maintenir le lien d'emploi. Fait intéressant au niveau de l'assignation. Est-ce que les gens dans la salle, vous en faites de l'assignation temporaire? Oui, c'est fait. C'est plus complexe aussi? Oui. Parce que dans le fond, avant, il y a même des compagnies qui développaient leur propre formulaire d'assignation avec les tâches spécifiques à leur entreprise. Aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est que tu peux encore faire ça, mais dans le fond, c'est plus la limitation qu'il faut que le médecin se prononce. Puis on peut juste en proposer 2 de mémoire. Une première, si le médecin dit non, il peut aller à la deuxième. S'il dit oui à la première, il ne va pas à la deuxième. S'il dit oui non à la première, puis il peut aller à la deuxième. S'il dit non à la deuxième, c'est bonne chance, prochain rendez-vous. Fait qu'effectivement, cet élément-là, au point de vue de l'employeur, a un impact direct. Là. Bien, je pense qu'on connaît la charge médicale des médecins aussi, puis on sait qu'ils sont débordés. Alors, je pense qu'ils ne se rendent même pas au point 1 quand ils voient l'ampleur du formulaire. Ah ouais. Un peu comme Marie-Pierre le mentionnait, on se fait donner des refus continuellement et avant, on ne vivait pas ça du tout. Alors, c'est l'employeur qui est pénalisé dans ce temps-là. Merci. Moi, j'ai un 2. Mon emploi antérieur, j'ai eu une formation. En fait, l'employeur me disait que tu vas faire de la gestion et de la prévention. Bon, ça, c'est un autre débat, là. Les deux ensemble, c'est un peu conflictuel. Mais moi, j'ai eu une formation avec le centre patronal qui nous avait dit que, c'était une décision paritaire et que c'était beaucoup influencé par la partie syndicale, pourquoi que le formulaire était comme ça. Puis moi, j'avais posé la question à la formatrice, j'ai dit, moi, en tant que préventionniste, je suis allé sur le terrain, je suis allé prendre des photos, je suis allé mettre ça dans un document avec la position, est-ce qu'il est assise ou debout en assignation temporaire, est-ce qu'il doit soulever des poids. Puis elle m'avait dit, fais-les pareils, parce qu'il n'y a rien il faut que tu essayes. Puis je l'ai essayé, puis ça a fonctionné.
Parce que les médecins ont, je pense, qu'il n'y a pas eu encore de relation entre la CNESST et le Collège des médecins. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu vous dire qu'il y a eu une rencontre. S'il y en a eu une, aucunement au courant. Fait qu'il y a des médecins qui continuent, dans le fond, avec la vieille mentalité. Fait que moi, je surfe là-dessus, puis ça a toujours fonctionné. Fait que moi, je pense qu'il faut aller plus loin que juste 2 tâches aux travaux légers. Puis les photos, la plupart des médecins ne savent pas c'est quoi notre milieu de travail. Fait qu'il faut, dans le fond, exposer une image aux 1000 mots. Le médecin va le voir, puis il va valider pas juste une, mais plusieurs tâches. En tout cas, moi, je vous encourage à aller vers cette voie-là. J'aimerais ça rebondir. Je peux me permettre, chez Souci, on s'est fait accompagner là, par des gens qui nous aident à faire la gestion de réparation. Puis ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé 2 catégories d'emplois. Puis on a mis des critères, puis on a mis oui/non. Fait que pour l'instant, on a des médecins qui ont fait oui à cette tâche-là, sauf ça, je ne veux pas qu'ils fassent ça. Puis nous, à date, à tout coup, ça passe. On a des bons résultats avec ça. Avant, on avait l'information de la durée, le nombre d'heures par jour, jusqu'à quand. Mais là, souvent, ils font juste compléter une petite mini-section. On ne sait pas c'est combien d'heures par jour. On ne sait pas c'est pour combien de semaines. En tout cas, ça n'a jamais été... Déjà qu'on avait de la misère avant, là, c'est vraiment un chaos. Là. Complexifié. Oui, c'est vraiment pas venu faciliter. Monsieur veut bonifier. Dans la formation avec le centre patronal, il y avait mentionné que dans la modernisation, le médecin ne peut pas donner une limitation d'heures. Il demande, dans le fond, c'est des limitations fonctionnelles. Tu peux donner, puis moi, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une personne qui chute sur la glace. Il y a eu une grosse entorse à un genou. Puis, dans le fond, c'est un orthopédiste. L'orthopédiste n'a jamais mis de nombre d'heures maximal ou minimal. Fait que nous, on s'est adapté à la décision. On pouvait faire, dans le fond, des tâches assises, puis on s'est arrangé que le travailleur puisse prendre 1 heure de pause pour le dîner au lieu d'une demi-heure, puis pouvait quitter plus tôt. Fait qu'on avait bonifié, dans le fond, le travailleur à un nombre d'heures X, puis qu'il puisse être libéré pour ses traitements. Fait que le médecin, s'il met une limitation au niveau des heures, ça va à l'encontre de la loi, le régime qui a été modifié. Puis moi, j'ai eu cette problématique-là avec un médecin qui mettait toujours 12 heures par semaine. Fait qu'on y a même envoyé une lettre, soit disant que la loi avait changé, tout ça, puis ça n'avait rien changé. Fait que si le médecin ne donne pas d'heures, qui disent que oui, il peut faire des tâches aux travaux légers, là, c'est à vous autres, en tant qu'employeur, de mettre le nombre d'heures possible. Mais on s'arrange avec le travailleur pour qu'il puisse se libérer. Puis un des trucs que la formatrice avait dit, ben c'est soit tôt le matin ou tard dans la journée, tout dépendamment, pour qu'il puisse se faire un nombre maximum d'heures le plus possible pour que ça soit avantageux pour l'employeur et pour l'employé. J'aimerais ça poser une question à Dominique. Dans le fond, puisque les limitations sont au point de vue ergonomique, à capacité, est-ce que vous êtes plus sollicité dans votre domaine qu'auparavant, où l'employeur faisait juste décrire une tâche, mais sans vraiment être obligé de mettre les limitations, même on se disait de ne pas les mettre, là. Est-ce que vous êtes plus sollicité en ergonomie? En tout ou en partie, ça va dépendre de la proactivité de l'employeur. José mentionnait là, le volet d'évaluation des exigences de tâches. Ça, c'est la première chose à faire. Le formulaire, la manière qu'il est fait est fortement limitant. Il faut synthétiser énormément l'information. C'est un peu plus challengeant, disons. Fait que les organisations qui font ça, soit par leurs employés à l'interne, des ergonomes corporatifs qui ont la possibilité d'aller faire des évaluations des exigences de tâches, ça, c'est une grosse plus-value. La capacité de synthétiser l'information, parce que le rôle du médecin, c'est de protéger son patient. Tu sais, pendant des années, nous, on a opéré des cliniques de réadaptation, puis même en essayant, puis là, ça devient très individuel avec qui tu communiques, comment tu communiques l'information à quelqu'un qui veut protéger son patient. Son rôle premier, c'est ça. Alors, quand on intervient dans ce contexte-là, comment on donne la meilleure information possible pour qu'il puisse, le médecin, prendre une décision qui va le mettre en confiance. Et là, dans le spectre du relationnel des médecins,
ça va aller du plus collaboratif au plus limitant. Donc, ça se peut qu'il y ait des médecins avec qui vous faites des communications pendant 10 ou 15 ans, vous n'aurez jamais la chance d'échanger directement avec eux, d'appeler, de leur parler, vous le savez, là. Donc, le plus précis on est, si vous êtes chanceux, vous allez tomber sur des médecins qui sont facilitants. On en parlait justement hier soir en sortant là, du colloque. Il faut que vous mettiez dans les souliers de la personne qui reçoit l'information. Donc, le médecin, lui, sa job, c'est de protéger son patient. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les contraintes qu'on a, donc le formulaire, pour être en mesure d'y passer l'information le plus clairement possible? Merci, Dominique. J'aimerais ça qu'on bifurque vers la prévention, la LMR-SST, mais au niveau de la prévention. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que les gens ici sont tous de l'ancien secteur prioritaire 1, 2, 3? Et à main levée, qui était dans le 1, 2, 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça veut dire que la majorité n'était pas dans le 1, 2, 3. Donc, la LMR-SST a assurément un impact plus grand dans les autres secteurs, ceux qui n'étaient pas dans le 1, 2, 3, ce qui est le cas où je suis actuellement au niveau de l'université. Chez Soucy, on n'était pas secteur 1, 2, 3. Dans certaines usines, oui. 2, ouais. Certaines usines étaient 1, 2, 3. Mais je voulais vous emmener, est-ce qu'au niveau du programme de prévention, qui est une exigence maintenant de la LMR-SST pour 2025, qu'on doit avoir un programme de prévention en place à présenter à la CNSST. Il y a même un lien électronique pour fournir, déposer notre programme de prévention qui est maintenant disponible sur le site. Ça veut dire qu'ils sont prêts à les avoir, pas à les lire, mais à les avoir, en tout cas, ce qui n'a jamais été le cas de la liste des produits chimiques qu'on était obligé de fournir, là. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre dynamique de mettre en place un programme de prévention? Avez-vous amorcé cette démarche-là ou c'était déjà fait dans les autres personnes qui n'étaient pas secteur prioritaire 1, 2, 3? Là, je ne veux pas donner le show, mais moi, ça fait quoi, 1 mois que j'ai un nouveau poste en santé et sécurité. Fait que je passe d'un groupe prioritaire numéro 2 à un groupe prioritaire numéro 5. Je me questionne pour une entreprise dans un groupe autre que le groupe prioritaire 1, 2, 3. Programme de prévention, oui. De toute façon, peu importe le groupe. Pour moi, c'est important que l'entreprise ait un programme de prévention dans son milieu de travail. Le challenge, c'est est-ce que je vais directement avec mon ASP pour un programme de santé? Parce que moi, je tiens beaucoup à ça, le programme de santé, mais comme c'est une entreprise qui n'est pas dans les 3 premiers groupes prioritaires, puis il semblerait que même à ça, je suis content de voir du côté de la sonde qu'il y a une collaboration avec le CIUS. Moi, où ce que je travaillais avant, la collaboration, c'était 0 pinball. Là. Puis on m'avait dit qu'il va y avoir de moins en moins de services du côté de la santé publique. Puis pourtant, c'est ce qu'on en a besoin, c'est là. Fait que je fais quoi? Moi, tu parlais de zone grise tantôt. Oui. C'en est une zone grise. Fait que, puis je sais qu'il y en a des risques dans mon milieu de travail, même si je ne fais pas partie des 3 premiers groupes prioritaires. Vous dites que ça fait 1 mois que vous êtes dans ce nouveau poste-là. Donc, quand vous êtes arrivé en poste, il y avait déjà un programme de prévention en santé et sécurité du travail? OK. Et c'était ça mon deuxième point. Est-ce que des gens voulaient ajouter sur le programme de prévention? Parce que c'est assez lourd. En tout cas, moi, j'arrive au niveau de l'université, là, ça fait 1 année, et tout ce qu'il y a à mettre en place, je pensais que dans une université, il y avait moins de risques que dans un milieu de travail. Il y en a en moins grand nombre, mais ils sont tous présents. Alors, ça prend des programmes de toute façon pour les gérer un à un. Le programme dont vous parlez de santé, avant, on l'avait par le C3S, quand on était secteur prioritaire 1, 2, 3. Les hygiénistes, les spécialistes du C3S venaient nous aider en ergonomie aussi, même. J'ai déjà utilisé leur service pour des analyses ergonomiques. Au niveau du respect de la santé, tout ce qui est hygiène, là, on allait avec le C3S. Maintenant, avec la loi modernisante, c'est rentré, on doit l'intégrer dans notre programme de prévention. Ça, j'ai reculé d'un pas aussi, là. J'ai fait, un autre petit ajout. Puis l'impact que ça a chez vous, comme monsieur vient de dire, lui, ça en a un, il l'adresse. Mais ceux qui n'ont pas déjà le programme de prévention, est-ce qu'on va prioriser un ou l'autre? Comment vous allez faire pour prioriser si vous faites les programmes de gestion de la santé et sécurité ou le programme de santé avec le même nombre de personnel, là, selon moi? Là? Mais bon, comment vous faites pour prioriser ça?
Non, mais ça fait des années qu'on fait notre possible. Je pense